Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Qu'est-ce qui favorise l'accès au bonheur dans nos sociétés, ici et ailleurs ? Le bonheur relève-t-il seulement du vécu singulier, propre à chaque personne, ou bien faut-il en faire un indicateur du bien-être à l'échelle collective ? Quelle est la place du voyage dans cette quête aux dimensions multiples ? Rémi et ses amis ont voyagé pendant 1 mois en tandem et Rosalie au Maroc, afin d'interroger ses habitants et ses habitantes sur leur vision du bonheur. Le fruit de ce projet, un film documentaire nommé « Vivre à la bonne heure ». On revient avec Rémi sur les joies et les épreuves de ce voyage lent, riche en rencontres. Le sujet du bonheur se glisse ici et là, dès lors qu'on parle de liens. Ceux qu'on tisse entre amis, ceux qui se créent chez l'habitant ou au détour d'une rue, ceux que l'on entretient au quotidien dans nos vies. Et si se questionner sur les conditions d'accès au bonheur était un premier pas d'engagement pour un monde meilleur ? Bonjour Rémi, merci de m'accueillir chez toi ici aux Roches de Condrieu. Comment vas-tu ? Bonjour Anthony, en ce moment ça va bien, on a déjà bien échangé sur nos vies respectives et ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai plein de beaux projets qui me portent, donc je vais bien. Et toi ? Ouais, écoute, ça va super bien, ça fait plaisir d'être ici, de pouvoir t'interviewer. J'ai passé aussi une bonne matinée parce que j'ai pu aller à l'île du Beurre, qui se trouve juste à côté de Condrieu, juste à côté d'ici, et qui est un espace naturel sensible avec des endroits d'observation de la biodiversité. Et c'est vraiment très beau, donc c'était super chouette. Merci pour l'échange qu'on va avoir. Donc Rémi, tu es l'un des cofondateurs du projet Vivre à la bonne heure et l'un des réalisateurs du documentaire qui porte ce même nom. Et aujourd'hui, tu es bien impliqué dans la cause écologique et tu œuvres notamment au sein de l'école Fertile, qui est une école de la coopération et de l'engagement et qui propose des parcours immersifs en collectif pour vivre et amplifier les transitions. Tu as fait des études d'ingénieur et donc je voulais tout d'abord revenir sur ton parcours et savoir qu'est-ce qui avait provoqué ces prises de conscience écologiques. Est-ce que c'était pendant tes études ? Est-ce que ça a été après ? Comment ça s'est passé ? Je dirais que pour revenir un petit peu sur mon parcours, ma vie elle a plus ou moins commencé, en tout cas j'ai commencé à être acteur de ma vie, j'ai l'impression, au début de mes années de lycée. J'ai eu la chance de rejoindre un lycée en Drôme, à Die, un lycée où j'ai pu faire plusieurs sports, donc de la spéléologie, du canyoning, du kayak, de l'escalade. Et j'avais plusieurs stages par an de ces sports-là, plus une journée par semaine. Et je pense que ça m'a ouvert beaucoup de choses sur les enjeux de la montagne, les enjeux des espaces naturels, etc.
Et à la sortie de ce lycée, mon objectif principal dans ma vie, mon étoile, était de fabriquer du matériel de sport. C'est pour ça que je suis parti vers des études d'ingénieur. Voilà, c'était aussi des études qui étaient reconnues dans mon milieu familial. Et donc je pense que ça a influencé un petit peu. Et petit à petit, j'ai conservé un petit peu cette conscience-là, mais en réalité, pour moi, c'est très difficile de dire qu'est-ce qui a fait que j'en ai conscience ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller creuser derrière ça, mais j'ai peu de réponses. Il se trouve que à un moment dans mes études d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de réaliser une année de césure où j'ai pu m'arrêter un an d'étudier et prendre un petit peu du recul sur l'état du monde et me former à d'autres enjeux que ce pourquoi on me formait en école d'ingénieur. Et à ce titre-là, en fait, j'ai suivi un des parcours de l'association Fertile où maintenant je travaille. Cette formation-là, elle m'a permis de devenir ce que j'appelle un ambassadeur des enjeux, c'est-à-dire de porter les enjeux dans différentes structures. Donc ça a été d'abord auprès de ma famille, auprès de mes amis, puis de mon école et puis une entreprise, etc. Et petit à petit, même après la reprise de mes études, après mon année de césure, je me suis professionnalisé dans cette transmission-là des enjeux écologiques et j'ai rejoint à la sortie de mes études, après avoir quand même fait un stage dans les raquettes à neige. Voilà, sport que j'avais presque jamais pratiqué, mais au moins j'ai travaillé un petit peu en tant qu'ingénieur dans le matériel de sport. J'ai pu développer des raquettes à neige, voilà, la boucle était bouclée, mais derrière avec l'idée de quand même de revenir sur cette partie-là des enjeux qui aujourd'hui m'anime au quotidien et je cherche, enfin en tout cas c'est un vrai moteur pour moi, tout ce que je peux ressentir vis-à-vis des enjeux. Et donc je cherche à essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de changements possible au sein des organisations, chez les personnes. Comment est-ce que ce changement il peut être audacieux, à la hauteur des crises écologiques, mais aussi comment est-ce que les personnes elles peuvent prendre soin d'elles-mêmes dans ces engagements, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes pour qui ça crée du mal-être. Et du coup à ce titre-là, je vais explorer plein de manières de transmission des enjeux. C'est pas seulement le constat et les rapports du GIEC, mais aussi beaucoup tous les aspects humains qui se cachent derrière ça. Et pour vous parler du projet de vivre à la bonne heure, ça a commencé aussi au lycée. Beaucoup de choses ont commencé au lycée, comme quoi ça peut être un espace de créativité et d'ouverture. Et avec une bande de copains, on était 14 et on a décidé de créer une junior association pour partir au Sénégal pour faire un voyage solidaire. Voilà, le rêve, euh, la sensation d'accomplissement, d'aller sauver un petit peu le monde en faisant ce voyage solidaire au Sénégal pour construire un centre agroécologique. Donc on est parti 2 semaines et on a voyagé là-bas, on les a aidés, les personnes. C'était une communauté qui s'appelle les Baïfal et donc c'est une branche du mouridisme qui est elle-même une branche de l'islam et qui ont un rapport euh, à Dieu qui passe beaucoup par le travail dans le corps et donc beaucoup de travaux manuels. Et c'était très apprenant de partir là-bas. Et on a aussi apporté une certaine somme d'argent pour réussir à monter ce projet-là. Voilà. Et ça, c'est la genèse d'un groupe qui aujourd'hui, une partie de ce groupe est dans le projet Vivre à la bonne heure. Mais c'est aussi la genèse d'un rapport au voyage qui est celui d'une critique un petit peu de l'humanitaire, du solidaire, avec cette idée-là que à travers ce voyage solidaire, on avait un rapport aux autres qui était parfois autour de la redevabilité et parfois encore un rapport de européen versus africain avec un apport de sommes d'argent, de l'aide, etc., comme si on avait une science infuse ou des choses à apporter. Et donc ça a été aussi le centre de ce deuxième voyage dont je parlerai tout à l'heure, qui tournait autour du sujet du bonheur, euh, qui est un sujet qui nous a semblé assez universel pour avoir des rapports avec les autres personnes, qui était beaucoup plus basé sur l'échange, la réciprocité, l'apprentissage, que la redevabilité. Voilà. Et donc, avec 6 de tes amis, tu es parti voyager en France et au Maroc dans le cadre de ce projet Vivre à la bonne heure.
pour justement aller interroger les perceptions du bonheur dans ces deux pays. Et en l'occurrence, vous avez fait le choix de la mobilité douce. Vous avez fait le choix d'y aller en tandem et en Rosalie, donc la version 2 et 4 des roues quoi, de cette mobilité douce. Est-ce que c'était ces prises de conscience-là, à la fois sur l'humanitaire, mais aussi sur les prises de conscience écologiques que tu as mentionnées, qui ont favorisé le choix de cette mobilité douce? Ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons aussi? Ce serait un peu de mentir de dire que c'était le principal choix. À la base, on voulait partir au Vanuatu. Le Vanuatu, c'est une petite île du Pacifique à l'ouest, à l'est, pardon, de l'Australie, qui a été élu à un moment pays le plus heureux du monde ou pays du bonheur, quelque chose comme ça. Donc on s'est dit, c'est là-bas qu'on va pouvoir échanger le mieux sur le bonheur. Ensuite, ça a été des contraintes budgétaires qui nous ont poussé à nous dire nous n'allons pas partir au Vanuatu, plus contraintes du Covid. Mais à ce titre-là, je pense que la conscience écologique, elle n'était pas prégnante. C'était il y a maintenant 4 ans, 5 ans qu'on a décidé, je crois, notre zone de départ, de voyage. Et on a donc décidé de partir dans un autre pays que le Vanuatu et un autre pays qui nous permettrait d'aller à la rencontre de personnes qui, selon nous, ont une culture assez différente que celle de la France, sans aller trop loin, aussi pour raisons budgétaires. Et donc, on est parti au Maroc. Le Maroc, c'est un pays où déjà c'était plus facile de pouvoir échanger avec les personnes. Il y a quand même une partie des personnes là-bas qui parlent français, pas toutes. Et aussi, si on avait des interviews de ces personnes-là sur le sujet du bonheur en marocain, on pouvait plus facilement les traduire. En darija, c'est la langue marocaine, pardon. On a aussi réalisé des interviews en France, mais ces interviews-là, elles étaient espacées dans le temps. On ne les a pas réalisées lors d'un voyage pendant un temps donné. Ça a été plutôt sur 2-3 ans, petit à petit, des rencontres. Et notre objectif derrière ces interviews, il y en a une vingtaine dans notre documentaire, c'est d'aller essayer de creuser différentes perceptions du bonheur dans l'objectif de donner à réfléchir, de créer de la réflexion, des échanges chez les personnes qui regardent notre film. Et donc, à ce titre-là, on cherchait non pas l'exhaustivité, parce que je ne pense pas que ce soit possible, et surtout, on voulait avoir des interviews de qualité, avec seulement une vingtaine de personnes, mais plutôt chercher de la diversité, c'est-à-dire des personnes qui vont, à travers leur perception du bonheur, parfois être pas d'accord. Et c'est ça qui allait donner à réfléchir. Avant de justement aller plus en profondeur sur les témoignages que vous avez recueillis sur la question du bonheur, je voulais revenir un peu justement sur ce choix de l'avoir fait à vélo en l'occurrence. Vous avez voyagé en tandem en Rosalie. Quel était le parcours? Quelles sont les différentes régions que vous avez parcourues au Maroc et combien de temps au final ça a pris? Du coup, on est parti à une Rosalie. Une Rosalie, pour bien comprendre, c'est un vélo à 4 places, couché, et 4 roues. Et notre Rosalie, elle était électrifiée. Donc, il faut imaginer une sorte de voiture, un petit peu avec des sièges allongés et sans coque. Voilà. Et on avait 2 tandems, parce qu'on est 7 amis et quelqu'un qui est venu là pour tourner notre documentaire et après le réaliser. Donc ça faisait 8 personnes. Et avec ça, du coup, on avait 2 tandems. Notre intention aussi derrière ce mode de voyage, c'était la rencontre. La rencontre, elle était centrale dans ce voyage-là et ce documentaire parce que c'est celle qui allait nous permettre d'aller creuser ces questions de bonheur, d'aller pouvoir échanger avec des personnes. Or, en étant dans une voiture, si vous roulez dans une voiture, il y a peu de chances que les gens s'arrêtent et vous demandent qu'est-ce que vous faites ici. Il y a aussi peu de chances que vous preniez facilement le temps de vous arrêter au bord de la route pour boire un coup, et puis que des personnes vous interpellent sur votre moyen de transport, etc. Et ne serait-ce que le barrière physique de la voiture, de la coque, empêche aussi la rencontre. Donc cette Rosalie, c'était un moyen aussi d'échange. Et en fait, on s'est retrouvé donc au nord du Maroc. On est arrivé en ferry à Nador et on a traversé pendant 3 semaines et demie le nord du Maroc. Donc c'est la partie du Rif, c'est les montagnes du Rif, jusqu'à Tanger
pour reprendre le ferry pour la France. Et dans ce voyage-là, quand on arrivait sur une place, dans un village, etc., nous, on demandait souvent l'hébergement chez l'habitant. Mais en fait, il y avait rapidement beaucoup de personnes qui venaient nous voir, qui se demandaient qu'est-ce qu'on faisait là, surtout que c'était pendant une période du Covid, donc il y avait très peu de tourisme. Et du coup, à ce titre-là, on a pu rencontrer facilement des personnes et de fil en aiguille, trouver des personnes qui semblaient intéressées de parler du bonheur. Et je reviens aussi sur ce que tu disais, finalement, dans la vingtaine de personnes qu'on a interviewées, il y a une personne qui est experte des enjeux. Cette personne-là, elle s'appelle Ilios Kotsou, c'est un chercheur belge sur la psychologie positive, autrement dit le bonheur. Et cette personne-là, elle nous permettait un petit peu de cadrer notre pensée, de cadrer aussi le fil directeur de notre film. Mais les restes des personnes, c'est autant en France que au Maroc, c'était vraiment des personnes comme toi et moi qui avons notre expertise d'usage et notre perception du bonheur, mais qui n'ont pas forcément énormément réfléchi sur la question. Mais nous, on trouvait ce discours-là de ces personnes-là aussi plus accessible et pour les personnes qui visionnent notre documentaire, plus à même de s'identifier à ce qu'elles disent. C'est vrai que c'est super intéressant parce que, comme tu dis, le sujet que vous avez choisi, qui est le bonheur, c'est vraiment un sujet sur lequel absolument tout le monde peut témoigner, quoi. Tout le monde aura des perceptions différentes de ce bonheur et c'est ça qui rend, je pense, le film aussi authentique et humain. C'est de voir cette diversité de témoignages, de voir aussi les différences qu'il peut y avoir de perception entre les différentes cultures. Du coup, je voulais te demander, est-ce que vous avez perçu justement des différences entre les perceptions du bonheur qu'on a en France et les perceptions du bonheur qu'on a au Maroc? Avant de répondre à ta question, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. C'est pas forcément évident pour nous de dire tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde peut échanger sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a un certain nombre de conditions physiques, d'accès à des besoins nécessaires pour les êtres humains, et du coup finalement des choix politiques derrière qui vont favoriser, rendre fertile et accessible cet aspect-là du bonheur, ne serait-ce que même de philosopher et de se questionner sur le bonheur. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas encore réglé la question de est-ce que c'est facile, est-ce que c'est OK d'aller faire parler de bonheur des personnes qui seraient dans de la nécessité et dans une précarité, par exemple. Aujourd'hui, j'espère aussi à travers ce documentaire pouvoir parler des aspects politiques du bonheur, ne pas sur-individualiser la perception du bonheur et ne pas rendre seulement responsable la personne de son bonheur, mais aussi des conditions matérielles dont elle peut bénéficier, et donc des conditions, des choix politiques du pays, de la gouvernance, etc. Donc ça, c'est un premier aspect. Les différences entre la France et le Maroc en termes de bonheur, j'ai plutôt notifié, ne serait-ce plus de différences entre les personnes elles-mêmes plutôt qu'entre les deux pays. Il se trouve quand même que parmi les personnes qu'on a interviewées, mais c'est pas du tout représentatif parce qu'on a interviewé que 10 personnes de chaque pays. Donc c'est pas du tout une étude sociologique ou quelque chose comme ça. C'est plutôt le résultat des rencontres, de notre réseau, etc. Il se trouve que les personnes au Maroc ont plus parlé de la présence de Dieu et de la religion dans leur perception du bonheur. Et je pense qu'aussi la présence de la famille et de la notion de communauté était plus présente dans ce pays-là. Mais je ne veux pas faire des généralités. Et après, ce qui ressortait, c'est le lien avec les autres, peu importe le pays, le lien avec la nature, les paysages, tout ça, peu importe le pays, et le lien avec ce qu'on pourrait appeler l'univers, l'au-delà. Il y en a pour qui c'est Dieu, il y en a c'est d'autres formes de spiritualité, voilà, et puis le lien avec soi-même. Mais il y a pas de différence notable entre les deux pays, et je pense que les réflexions qui ont pu être apportées à travers les interviews, peu importe si elles viennent du Maroc ou de la France, elles vont apporter autant
à une personne qui viendrait du Maroc ou une personne qui viendrait de France. Est-ce qu'il y a des témoignages qui t'ont marqué, que tu as retenu, dont tu voudrais nous faire part? Ce documentaire-là aussi, il s'est construit au-delà d'une réponse aux sentiments qu'on avait pu vivre en allant au Sénégal avec ce groupe-là, à une période de construction de nos vies où on se questionnait nous-mêmes sur la notion de bonheur et on essayait de concevoir nous-mêmes notre perception du bonheur. Et je pense que d'interviewer, de rencontrer ces personnes-là, ça a été quelque chose d'initiatique pour nous. Et je vous partagerai, je pense pas ma vision du bonheur, parce que c'est un petit peu notre mot d'ordre aussi au sein de cette association, c'est de laisser parler les autres personnes qu'on a pu interviewer à travers notre documentaire. Mais moi, une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est Yousra, donc une personne qu'on a rencontrée à Tétouan, une jeune femme, et qui disait il faut pas chercher le bonheur. Parce qu'à partir du moment où je le cherche, c'est-à-dire que je mets une image, je mets une attente derrière ce possible bonheur. Et donc quand j'y suis, ça marche pas. Il y a plus de surprise, il y a plus cette magie-là. Et donc je pense que ça m'a beaucoup marqué. En fait, au début, ça m'a questionné. Je me disais, mais cette personne-là, je comprends pas comment elle peut dire qu'il faut pas chercher le bonheur alors que c'est un sujet. En fait, tout le monde devrait le chercher, quoi. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai trouvé de plus en plus de sens dans cette phrase. Euh, et il y a une autre personne, aussi au Maroc, qui s'appelle Mounir, je crois, qui disait il faut pas le chercher, ça se trouve. Et je trouve ça génial. Donc je retiens vraiment cette idée-là de ça se trouve, mais ça y est, il est là. Parfois, parfois non, mais sans forcément aller le chercher. Merci beaucoup pour ces témoignages. C'est vrai que, enfin, c'est vrai que quand on y pense, c'est des phrases qui font sens parce que souvent, enfin, on peut avoir des attentes et tout et des représentations de ce qu'est le bonheur pour nous et d'être dans cette recherche perpétuelle d'essayer de l'atteindre. Et j'ai l'impression, enfin, en tout cas pour moi, ça l'est, et peut-être pour toi aussi, comme cette phrase a été signifiante pour toi, de dire ben c'est plus on met des attentes là-dessus, moins on est dans le vécu de l'instant présent, plus on est dans l'analyse de ce qui se passe et tout, et moins en fait on est dans le vécu de ces instants des fois juste simples en fait qui apportent cette sensation de bonheur qu'on peut éprouver par la suite. Du coup, je trouve que c'est des phrases effectivement qui font beaucoup sens. Merci de les avoir mises en avant. Ce que je trouve super chouette et touchant aussi dans votre démarche, c'est que en fait cette quête de sens que vous avez, elle a une double dimension. Et à la fois le fait d'aller explorer la question du bonheur, à la fois dans l'échange avec les personnes que vous interrogez, mais aussi dans l'espoir de l'éprouver en vous, dans vos corps et vos esprits, dans l'expérience même du voyage à vélo. Est-ce que c'était une intuition chez vous avec ce projet? Est-ce que c'était ce que vous recherchiez? D'avoir ce double niveau, cette double dimension-là de quête du bonheur au final. Oui, sans prétention et avec authenticité, la première motivation à partir, c'est de partir, c'est d'être avec les copains, de rouler avec les copains et les copines, et de pouvoir discuter, passer des soirées ensemble, de vivre des choses très simples, partager un bon repas, mais de le vivre à travers une aventure, à travers un projet. Et c'était notre première motivation. Avant de faire un documentaire, avant de se dire on va parler du bonheur, c'est de se dire on part ensemble, on éprouve nos amitiés autrement. On vient vivre quelque chose dans le groupe qui démultiplie toutes les émotions qu'on peut vivre. On vient faire des apprentissages ensemble. On vient se confronter à des difficultés ensemble. Et ça, c'était central. Et le fait d'avoir aussi mis le doigt sur ce pourquoi on partait, nous, on se disait tout le temps, mais peu importe si le projet il aboutit pas, peu importe si on n'arrive pas à partir, peu importe si on fait pas un documentaire, tant qu'on a passé du bon moment ensemble, et les 4 années de préparation avant le voyage, c'était des super années ensemble, parce qu'on se voyait les week-ends,
Ça nous permettait de se retrouver alors qu'on s'était un petit peu dispersé avec les études supérieures. Ça nous permettait d'imaginer des choses ensemble, de rêver, etc. Et ben, tant qu'on a fait ça, avant tout pour être ensemble, donc il n'y avait pas de regret à ce que le projet n'aboutisse pas, in fine. Et ça s'est plutôt révélé comme, on n'avait pas pensé dès le départ que ce questionnement du bonheur, etc., c'était quelque chose qui allait répondre à un besoin présent chez nous à cette époque-là de notre vie. Je me souviens très bien, on a commencé ce projet-là, on était sur des canapés, il y avait des chips, et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y en a un qui va dire, et si on parlait du bonheur? Mais on n'est pas allé plus loin que ça dans la réflexion, en se disant, ah bah oui, c'est un sujet universel, etc. En fait, on a trouvé beaucoup de réponses en chemin à des questions qu'on ne se posait pas du tout. Et ça, je pense que c'est aussi un apprentissage qui a pu être fait, c'est de se dire, on y va et on trouvera aussi pourquoi on y va après. On trouvera des réponses plus philosophiques et ça dépend des personnes dans le groupe. Il y en a pour qui se poser des questions sur ce sujet-là, c'était pas quelque chose de très présent et elles allaient chercher autre chose. Mais pour d'autres personnes comme moi, ça a été comme lire un très bon livre et apprendre plein de choses, quoi. C'est là où le mot voyage, enfin le concept de voyage prend tout son sens. C'est vraiment ça. Il y a un chemin, on vit sur ce chemin des choses et ça nous amène à répondre à des questions qu'on n'avait pas. C'est exactement ce que tu dis. Enfin, je pense que c'est vraiment propre au voyage d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps pour se questionner sur un certain nombre de choses, sur ce qui se passe autour aussi et d'avoir du temps aussi de recul sur nos vies d'avant, sur tout ça. Et la question que je me posais, c'est effectivement, vous aviez ce groupe d'amis, donc vous étiez des personnes et vous êtes toujours des personnes qui se connaissent bien. Comment ça s'est passé à 8, surtout aussi sur la prise de décision, parce que quoi qu'il se passe, où vous décidiez d'aller, de manger, de dormir chez l'habitant, etc., ça en revient toujours à une décision collective à 8, ce qui est pas commun. Comment ça s'est passé ce mode de vie collectif itinérant? Comment on prenait nos décisions? Qu'est-ce qui faisait qu'on s'entendait ou qu'on ne s'entendait pas? Bah déjà, le voyage, c'était pas tout rose tout le temps. Il y a des moments où il y avait des tensions dans le groupe. Mais s'il y a des tensions, c'est-à-dire que c'est un petit peu vivant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se jouent, il y a des choses à régler, il y a des gens qui travaillent sur des postures, etc. Donc ça, c'était super chouette. Globalement, on se connaissait déjà depuis un moment. Ça aide. Nous connaissons chacun nos réactions face à telle ou telle situation. On est plus enclin de connaître les besoins des autres personnes, d'être à l'écoute de leurs besoins et de pouvoir prendre des décisions en conscience de ça. C'était drôle. Pendant ce voyage, on se disait tout le temps, putain, mais il manque une personne, quoi. On avait toujours l'impression qu'il manquait une personne. Genre, et puis on se regardait, on se disait, ah mais non, on est tous là. Et en fait, ça faisait à tout le monde cette sensation-là. Et c'est comme s'il y avait, je sais pas, il y avait une certaine unité dans ce groupe de 8 là qui s'était créé pour l'occasion, mais du coup qu'on avait éprouvé pendant un long moment avant. Voilà, et après pour rentrer un petit peu plus dans des aspects de coopération, de manière de faire ensemble, prendre des décisions, il y a plein de manières de prendre des décisions. Nous, celle qu'on pratique le plus, c'est s'assurer que tout le monde soit OK. Et en fait, qu'il n'y ait pas une personne qui dise non, non, là ça me met en danger, c'est trop compliqué pour moi, ça me va pas, si on continue comme ça, je peux pas continuer dans le projet, etc. C'était plutôt cet aspect-là qu'on essayait de mettre en avant, sans se dire on va essayer de tous se mettre d'accord pour être pile poil là où chacun et chacune aimerait, parce que sinon les décisions elles mettent 15 ans à être prises et le résultat est souvent un peu moyen. Donc par exemple, on roulait sur le bord de la route et on se disait Eh, ça vous dirait de s'arrêter pour essayer de trouver un endroit où loger? Ok, c'est ce que ça dit à tout le monde. Une personne qui disait non, ça me va pas, ouais, je préférerais qu'on continue à rouler. Et puis après, il y a une personne, deux personnes qui allaient chercher un endroit où loger et qui revenaient, qui proposaient au reste du groupe est-ce que ça vous va? Voilà. Et s'il y a une personne pour qui ça allait pas, on essayait de comprendre pourquoi. Et si ça se trouve, si ça allait pas, que c'était une très bonne raison que ça n'aille pas. Je peux vous donner un exemple. On est allé
donc à Isagen. Isagen, c'est au centre du Rif. Et le Rif, c'est la montagne où on cultive le plus de cannabis au Maroc pour l'Europe. Et donc, à cet endroit-là, il y a des barons de la drogue et du cannabis qui sont très riches. Et il y a aussi énormément de personnes qui essayent en tout cas nous quand on est arrivé dans le village, de nous vendre du cannabis. Et on a été hébergés, on nous a un peu rapatriés en urgence dans un hôtel 4 étoiles d'un des barons de la drogue parce que tout le monde voulait nous inviter chez eux à monter, fumer du cannabis, etc. Alors que nous, on n'avait pas du tout envie. Et donc, on s'est retrouvés dans cet hôtel un petit peu comme ça en urgence et on s'est vite rendu compte que, en fait, cet hôtel, c'était un hôtel pour blanchir de l'argent. C'est-à-dire qu'il était vide. On nous invitait au resto. Il y avait une piscine. Il n'y avait que la famille de la personne qui gérait ça. Et on nous faisait rien payer. Voilà. Donc c'était pas du tout un endroit agréable à rester. Et on avait prévu de rester dans ce village plusieurs jours. Ben, on s'est vite rendu compte que pour certaines personnes du groupe, ça n'allait pas. Et donc on s'est dit, on part le lendemain. Et parce que pour ces personnes-là, c'était trop difficile émotionnellement et physiquement que de rester dans cette zone où il y avait quand même énormément de trafic de drogue et de cannabis. Vous avez voyagé, tu disais, pendant 3 semaines et demie. Je trouve ça assez inspirant aussi parce que ça montre qu'on peut aller voyager dans un pays voisin, parce que le Maroc, c'est pas très loin. Il suffit par exemple, descendre l'Espagne et ensuite d'accéder au Maroc. On peut même le faire maintenant en allant en train jusqu'au sud de l'Espagne en prenant un petit ferry pour aller jusqu'au nord du Maroc. Et ça montre en tout cas sur cette temporalité-là que c'est possible et accessible aussi pour toutes les personnes salariées qui voudraient partir pendant 3 semaines et demie, un mois et de se rendre compte de comment on peut voyager autrement. Là, en l'occurrence, en faisant le choix de la Rosalie et des tandems pour favoriser la rencontre, le fait de dormir chez l'habitant, aussi le fait que ce soit une aventure parce que tu disais, vous êtes retrouvés dans ce village, vous saviez pas nécessairement que ça pouvait présenter des dangers ou que ça pouvait vous mettre en insécurité, mais vous avez éprouvé ça sur le moment, vous vous êtes rendu compte, ok, quelles sont nos limites, comment on peut faire en sorte que de manière collective on se sente bien. Et, euh, et ça montre en tout cas qu'il y a cette aventure-là qui est accessible et qui est possible pour beaucoup de monde en tout cas. Je veux dire, donc du coup, vous avez fait pas mal de rencontres, vous avez fait le choix d'interviewer 10 personnes et donc vous avez mené à bout ce voyage. Quels ont été les grands apprentissages de ce voyage pour vous et pour toi? Je reviens sur la première partie de ta question autour du voyage en ferry. Non, on n'a pas eu de chance. Il y avait une crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne. Et du coup, on a dû partir en ferry depuis la France. Et donc, à ce titre-là, il y avait l'empreinte CO2 était plus élevée que si on était descendu en train ou ne serait-ce qu'en voiture jusqu'au sud de l'Espagne. Mais je ne m'arrête pas là puisque cette année, je repars au Maroc. Cette fois-ci, on part à deux. Et on va essayer de traverser le Maroc en vélo pour essayer de monter au sommet du Maroc. C'est le mont Toubkal. Et nous souhaitons descendre sans prendre l'avion, parce que je ne sais pas s'il y aura d'autres podcasts qui vont en parler, mais je vais faire un petit peu mon laïus autour des enjeux écologiques, parce que c'est une partie de mon métier. Mais aujourd'hui, l'avion, c'est pas compatible avec les limites planétaires, avec les enjeux climatiques actuels. Euh, Notre objectif de neutralité carbone, il est fixé à 2 tonnes par personne de CO2 émis par an. Et ne serait-ce que prendre l'avion pour aller au Maroc en aller-retour, ça doit être aux alentours de 700 kilos par personne. Aller à New York, c'est 1 tonne 8. Donc c'est pas compatible. Et deuxième aspect, l'avion vert, l'avion zéro carbone n'existera pas. J'en excuse peut-être certains et certaines qui pouvaient croire ça, mais non, il y a pas de... Il n'y a pas de solution à l'échelle technologique qui nous permettrait d'avoir des avions bas carbone. Et donc, moi, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion pour voyager. Euh, pour autant, j'ai jamais autant voyagé que ça dans ma vie depuis que j'ai arrêté de prendre l'avion. J'ai jamais autant traversé de pays que ce que je fais maintenant. Donc, au contraire, c'est plutôt des opportunités et ça demande
avant tout de revoir son rapport au temps. Et revoir son rapport au temps, c'est pas quelque chose d'immédiat, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui peut demander du temps, vraisemblablement, mais aussi peut-être être inspiré par d'autres personnes. Et ce que j'entends dans revoir son rapport au temps, c'est se rendre compte que il y a besoin de sortir de l'immédiateté du voyage, du transport, j'arrive d'un endroit A à un point B, je suis directement au point B. Il y a besoin très pratiquement de pouvoir avoir des organisations, des entreprises, des structures administratives qui laissent les personnes partir plus d'un mois en voyage pour pouvoir y aller plus doucement à leur lieu de voyage. Et par contre, ce que ça permet dans ce rapport au temps, pourquoi on voyage, c'est avant tout pour réussir à créer des apprentissages, à progresser dans sa propre vie, à se nourrir soi-même et partir à l'étranger, dans une autre culture, c'est faire face à un miroir déformant parce que c'est d'autres cultures, mais face à un miroir qui nous renvoie vis-à-vis à ce que nous sommes nous-mêmes. En soi, je suis persuadé qu'on pourrait le faire en restant en bas de chez soi, ne serait-ce qu'en essayant de rencontrer un peu mieux ses voisins, etc. Mais le corps, il est moins à disposition en étant chez lui à apprendre, à progresser, que en partant ailleurs. Et donc, en prenant le temps de voyager, en prenant le temps d'y aller, on prépare aussi notre corps à ces apprentissages, à ces changements, etc. C'est-à-dire que si j'arrive à Paris-Roissy-Charles de Gaulle, je prends l'avion, je fais une sieste dans l'avion, et donc j'ai passé 1 heure éveillé, et j'arrive dans un autre pays, j'ai pas du tout préparé mon corps et mon esprit au changement. Par contre, si j'y vais en train, je prends le ferry un petit peu, par exemple pour descendre au Maroc, ou j'y vais en vélo, là, le temps long, il permet de se dire, je vais me mettre dans des dispositions d'apprentissage. Donc je reboucle sur la fin de ta question, qui parle de quels sont les apprentissages. Parmi plein d'apprentissages de la vie de groupe, sur le bonheur, etc., je pense qu'il y a une chose que je retiens de ce voyage et ceux d'après que j'ai fait, mais ce premier voyage a initié quelque chose, c'est que c'est pas évident pour moi de voyager. C'est pas évident pour moi de découvrir notre culture. C'est pas évident pour moi de me mettre dans des dispositions où j'ai pas un projet derrière la tête et aussi je profite juste de ce qui se passe. J'apprends et je découvre de nouvelles personnes qui sont différentes pour moi. Et à ce titre-là, si c'est pas évident, c'est que il vient se jouer des choses en moi sur des aspects émotionnels qui me renvoient à certaines croyances que je peux avoir, etc. Et du coup, j'ai besoin, d'une certaine manière, d'apprendre à voyager, en fait. J'ai besoin d'apprendre à me mettre dans des dispositions où je peux à la fois me sentir en sécurité, à la fois je peux me challenger un petit peu, à la fois je peux être ouvert à la rencontre, et tout ça pour me permettre de progresser. Mais en fait, je me suis rendu compte que, oui, j'avais une idée que le voyage, c'était tout le temps tout beau, tout rose, que le voyage, c'était quelque chose, c'était forcément cool. Si on partait en vacances, c'était pour se lâcher prise du boulot, qu'il y en avait marre. J'ai un petit peu cette croyance-là. Et je me suis rendu compte que non, parfois même, je préfère être à la maison à travailler que d'être parti en voyage quelque part. Euh, Parce que ça nécessite aussi un travail sur moi, en tout cas la manière dont je pratique le voyage. Et ça nécessite encore pour moi d'apprendre des choses pour me sentir de plus en plus à l'aise à la rencontre, au changement, à voir des choses qui sont pas agréables. On était dans la côte nord du Maroc. C'est un espace où il y a beaucoup d'immigration et c'est un espace où du coup il y a une grande précarité parce que les personnes elles cherchent à traverser la Méditerranée dans des petits bateaux de fortune pour rejoindre l'Europe. Et donc tout ça, c'est visible, quoi. Et ça transparaît dans notre quotidien quand on était là-bas. Et c'est quelque chose que nous, en tout cas moi, quand je suis en Europe ici, en Rhône-Alpes, je le vois pas au quotidien, quoi. Et donc c'est aussi ça, c'est accepter une certaine réalité qui peut être très désagréable et un état du monde qui peut être aussi angoissant, anxiogène et qui peut apporter de la tristesse et de la colère. Donc ça, c'est le principal apprentissage, je crois bien, que j'ai fait de mon voyage.
Sacré apprentissage en effet. Je trouve ça super chouette que tu abordes justement ces dimensions-là et de se dire enfin que le voyage c'est pas toujours tout rose, mais enfin comme la vie de manière générale ici, et en fait que c'est le voyage, c'est aussi la vie, c'est pas juste une parenthèse enchantée. Le fait de se déplacer à vélo, le fait de se déplacer à pied, voire même en train, ça rend visible en tout cas ce qui nous entoure. Il n'y a rien qui peut être véritablement caché, que ce soit, comme tu dis, les trafics de drogue dans cette partie du Maroc, que la pauvreté, que l'émigration, etc. Je trouve ça super important de rappeler juste ce rapport hyper simple au juste fait de vivre, comment dire, de se reconnecter aussi à ces émotions-là, de voir aussi tout ce qui va pas, pour par la suite ben, peut-être s'engager, prendre conscience de certaines choses. Et, euh, et ouais, merci de rappeler cet apprentissage-là que je trouve super, super important. Je pense aussi que si j'arrive à moi-même me mettre dans des dispositions de voyage où je suis dans des espaces d'apprentissage, de confrontation à ma réalité et à moi-même, c'est avant tout parce que dans mon quotidien, je suis dans des zones de sécurité, je me sens bien, etc. Donc je vais chercher ça. Je comprends tout à fait que quelqu'un qui dans son quotidien se sent pas bien, voilà, qui travaille dans des zones où ben, il peut pas forcément explorer son bonheur et se détendre, que la personne elle a envie à travers son voyage juste de se détendre et ne pas chercher à réfléchir à plein de choses, à apprendre de plein de choses. Ça, c'est vraiment conditionnel à ben, moi ce que je fais et mon entourage et les privilèges que j'ai pu recevoir à la naissance et etc. quoi. Est-ce que tu as dit que tout à l'heure tu voulais pas parler de quelle était ta vision du bonheur, mais est-ce que tu veux quand même, est-ce que tu as changé d'avis, est-ce que tu veux nous dire, enfin, c'est quoi ta vision du bonheur? Sur ma perception du bonheur, je vais me faire taper sur les doigts pour les copains. Moi, j'ai une phrase qui m'est venue en tête pour définir le bonheur, c'est apprécier tendre vers ce que l'on souhaite être. Du coup, à travers cette phrase, il y a plusieurs aspects. Il y a la notion de souhaiter être quelque chose, et je la mets en avant par rapport à souhaiter faire quelque chose. Donc pour moi, notre manière d'être au monde, nos interactions avec les autres, avec le vivant, avec soi-même, sont centrales dans la notion de bonheur. Mais savoir ce que je souhaite être, c'est pas forcément quelque chose qui s'intellectualise, c'est avant tout quelque chose qui se ressent. Et c'est pas forcément, ça peut demander toute une vie de savoir ce que je souhaite être. Après, le deuxième aspect, c'est tendre vers ce que je souhaite être. Moi, j'estime que c'est très complexe que de être ce que l'on souhaite être, et c'est très mouvant dans le temps. C'est-à-dire que mon élan de vie, où je me sens profondément bien, où je me sens à ma place, c'est pas le même. C'était pas le même il y a un an et ce sera pas le même dans un an. Donc c'est aussi accepter que je tends vers ça, mais j'y suis pas forcément. Et le troisième aspect de cette phrase, c'est apprécier, parce que je pense vraiment que c'est possible de tendre vers ce qu'on souhaite être sans être heureux, parce que si je prends pas le temps de vivre le moment présent, je prends pas le temps de me dire ah oui, là, ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment quelque chose de chouette, de le célébrer, d'en prendre conscience. Euh, et ben, je ne peux pas mesurer la chance et donc le bonheur de pouvoir vivre cette vie-là. Donc il y a vraiment cette notion d'appréciation. Euh, et là, je reviens aussi à ce que dit Mathieu Ricard sur un aspect, c'est une compétence. C'est-à-dire que à ce titre-là, on a des prédispositions en tant qu'être humain à être plus ou moins heureux, qui sont innées et qui ne dépendent pas de nous,
comme nous avons des prédispositions à jouer de la musique, à chanter juste, à tout ça. Mais une compétence aussi, ça peut se développer à travers le temps. Et il y a des conditions favorables au développement. Euh, j'ai plus de chances d'être meilleur au foot si j'habite en France, parce qu'il y a plein de clubs de foot, que si j'habite dans un pays où personne ne joue au foot. Et ben, la compétence du bonheur, c'est pareil. J'ai plus de chances de développer cette compétence-là que d'être heureux si j'ai une famille qui m'a aimé, si j'ai pu avoir accès à une éducation, à la culture, à manger correctement, vivre sous un toit, etc. Et donc cette compétence-là, ben, elle se développe à travers le temps. Et encore une fois, non pas en intellectualisant, même si lire des livres, regarder nos documentaires peut aider, mais aussi beaucoup en ressentant les choses. Ça se passe beaucoup dans le corps à mes yeux. Et en réajustant en fonction de ses ressentis. Voilà pour ma perception du bonheur. J'avais jamais entendu le fait de parler du bonheur sous la forme d'une compétence. C'est vrai que c'est un point de vue assez original, je trouve, sur la chose. Merci pour ça. Au final, dans le film, il y a justement une diversité de perceptions du bonheur qui sont mises en avant. Quelles sont un peu les... Je sais pas s'il y a des grandes leçons du film qui ressortent, mais est-ce que l'idée c'était de montrer qu'il y a plein de perceptions du bonheur et qu'il n'y a pas vraiment une définition qu'on peut en retenir, ou est-ce qu'il y a quand même une définition sur laquelle vous vous accordez, sur laquelle peut-être certaines recherches s'accordent sur ce qu'est le bonheur? Notre film, il n'avait pas vocation à conclure sur une définition, sur une perception fine et résultante de ce que pouvaient témoigner les personnes. Donc je ne peux pas dire qu'il y a une conclusion. Ce que je peux te dire, c'est que dans la construction de ce documentaire, on a été à même d'aller regarder au fil des témoignages quels étaient les thèmes, quels étaient les sujets communs qui pouvaient ressortir de ces perceptions du bonheur. Et il se trouve qu'il y en a plusieurs. Le premier aspect déjà, c'est est-ce qu'il faut le chercher ou pas. Voilà. Comment est-ce que je me positionne là par rapport à cette quête. Et là, il y avait vraiment de tout qui est ressorti. Il y a des gens qui disent si tu vas pas le chercher, t'es fou. Et d'autres qui disent il faut absolument pas le chercher. Donc déjà, premier aspect, pas de réponse à donner. Après, sur les autres aspects, c'était le lien avec les autres. Comment est-ce que, soit la famille, les amis, les collègues, la communauté, comment est-ce que je peux soigner le lien avec les autres? Premier lien. Deuxième lien, le lien avec soi-même. Comment est-ce que je peux être le meilleur ami de moi-même? Voilà. Est-ce que j'arrive à éprouver de l'amour pour moi-même? Tous ces aspects-là. Troisième lien, le lien avec la nature, la spiritualité, les choses au-delà. Et comment est-ce que ça nourrit? Ça nourrit tout ça. Il y avait aussi cette notion croisée de la temporalité. Est-ce que je suis heureux tout le temps? Est-ce que c'est un état qui est très court dans le temps? Est-ce que je peux ne jamais être heureux? Pour certaines personnes, ça serait presque quelque chose d'impossible à atteindre. Donc il y a des grands thèmes qui sortent, mais les perceptions étaient assez diverses pour ne pas aussi chercher à en réaliser une conclusion. Après, si c'est vraiment quelque chose d'intéressant, là, il y a la plus grosse étude du monde sur le bonheur. Elle a été faite à Harvard pendant plus de 80 ans auprès de 700 personnes en Amérique. Et les conclusions de cette étude, c'est que c'est avant tout la santé et le lien avec les autres qui étaient les choses les plus importantes dans le bonheur. Bien plus que d'autres aspects matérialistes que la société pourrait nous transmettre, de posséder des biens de consommation, vivre dans un pavillon, dans une maison de 200 mètres carrés avec une piscine et un SUV, ça ressortait pas de la plus grosse étude du monde, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Ça veut dire que aussi, on peut vivre de manière plus sobre, plus écologique, tout en étant heureux, parce que c'est le lien humain qui prime. Il y a aussi ce que tu expliquais justement que le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir accès à des conditions de vie, euh, on va dire, décentes, a un impact énorme dans la perception qu'on peut avoir du bonheur.
dans le fait de se sentir bien, dans le fait d'être bien dans son corps, dans son esprit, etc. Donc merci aussi d'avoir mis en avant ça parce que enfin, c'est vrai que c'est un impact énorme. Et en même temps, je trouve il y a toujours cette ambivalence. J'ai l'impression aussi, des fois, il y a des personnes qui vivent dans des conditions difficiles, qui ont un travail qui peut être aliénant, qui trouvent quand même ce sentiment qu'on pourrait qualifier de bonheur. Enfin, j'ai pas envie de poser ça comme une vérité parce que ce n'est pas une vérité en soi. C'est des intuitions et des impressions que moi j'ai dans la forme de certains ressentis que j'ai pu écouter. Mais encore une fois, c'est pas du tout généralisable à quoi que ce soit. Mais je trouvais ça intéressant aussi de poser cette ambivalence-là qu'on peut retrouver des fois aussi dans certains ressentis, dans certains vécus. Tout à fait, il y a des exemples de personnes qui vivent dans des conditions de précarité dures et dans des zones géopolitiques qui ne sont pas en démocratie, etc., qui sont heureuses. Mais c'est que des exemples de personnes. Et je vais reprendre mon exemple du foot. C'est sûr qu'il y a des personnes qui, dans des pays où la culture du foot n'est pas très présente, deviennent des grandes stars, deviennent très fortes. Mais en fait, il y a beaucoup moins de probabilités que ces personnes-là deviennent des grandes stars et deviennent très fortes, parce qu'elles ont beaucoup moins de chances de pouvoir développer leurs compétences que si elles étaient nées au Brésil ou en France, où on développe le foot dans un petit peu partout, tous les villages, toutes les écoles. Et donc, à ce titre-là, c'est important de regarder quelles sont les chances qu'on donne, mais au niveau d'une population et non pas au niveau de quelques personnes, pour développer cette compétence du bonheur. Ça revient aussi à ce qui se disent aussi dans les grandes institutions. Enfin, quand, je sais plus si c'était Amartya Sen ou d'autres chercheurs, chercheuses aussi qui avaient parlé de la question du bonheur, d'en faire en tout cas un indicateur important à l'échelle d'un pays qu'il faudrait justement mesurer en tout cas la sensation, l'effet à l'aide de certains critères et que ce serait un indicateur beaucoup plus important, beaucoup plus signifiant que le PIB en l'occurrence, que la mesure économique, que la mesure de la consommation. Et c'est ce que tu disais justement avec l'étude qui a été faite à Harvard, qui montre aussi ça, qui montre cette décorrélation entre la question du confort et la question du bonheur. De se dire, enfin, on en parle souvent, mais de se dire, enfin, c'est pas la richesse qui fait le bonheur. Et du coup, ça revient à ce que tu disais, de dire, enfin, c'est important de poser à l'échelle d'une société de qu'est-ce qui peut être constitutif du bonheur et quels sont les critères justement qui peuvent faire en sorte que les personnes dans un pays, globalement, puissent avoir accès à cette sensation de bonheur, puissent se sentir bien. Et effectivement, si tu dis que l'étude d'Harvard montrait que c'était la santé et le lien avec les gens, ça pose la question de comment à l'échelle collective on peut faire de ces deux critères des priorités nationales et d'organiser la société autour de ces critères-là pour que les personnes puissent s'émanciper et qu'elles puissent avoir accès à ce bonheur-là, qu'elles puissent se sentir bien, quoi. Donc ça pose la question du collectif, ça fait la bonne transition aussi avec ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu es, comme tu le disais, engagé au sein du collectif Fertile pour amplifier les transitions, en l'occurrence écologiques, mais ça vient questionner aussi les modèles de vivre ensemble, dans quelle société on a envie de vivre et comment se fait le collectif, comment on peut coopérer ensemble. Est-ce que tu veux nous présenter ça et peut-être dire en quel point ça peut être lié aussi à la question du bonheur? Je vais commencer par dire que pour aborder cette question-là de quels sont les indicateurs clés qui pourraient participer à l'échelle collective à l'émancipation et la création de bonheur au niveau individuel, il y a deux choses dont on peut parler. Le premier, c'est les objectifs de développement durable. Donc il y en a 18, je crois, développés par l'ONU et avec des indicateurs clés et des mesures concrètes. Et c'est assez pertinent de regarder ce qui se passe dans les pays. L'accès à l'eau potable, l'accès
à l'alimentation, à une éducation, des choses comme ça. Et puis il y a une autre étude, celle-là c'est économique, de Keith Raworth, donc économiste américaine, qui s'appelle la théorie du donut. Donc le donut, ça représente en fait une sorte de cible avec d'un côté, on est contraint par des limites planétaires. Donc c'est des processus géophysiques de notre Terre qu'on ne doit pas dépasser. Par exemple, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, la quantité de sols qui ont été artificialisés, le cycle, la prélévation d'eau dans le cycle de l'eau douce, des choses comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle un plafond environnemental qu'on ne doit pas dépasser. Et puis à un autre titre, il y a un plancher social, c'est-à-dire un accès à des réseaux, Internet, à l'eau potable, à la justice, à la paix, un accès à possiblement participer à une démocratie. Tout ça, ça représente un ensemble de besoins dont les personnes doivent bénéficier pour développer cette compétence-là du bonheur. Et donc, entre ces deux cercles concentriques, le plancher social et le plafond environnemental, ben, ça forme un donut. Et ce sera un espace qui serait sûr et juste pour l'humanité. Ensuite, autre lien entre la transition écologique et l'accès au bonheur, le dernier rapport du GIEC qui nous montre que il nous dit qu'il y a 3,5 milliards de personnes, donc la moitié de la planète, qui vivent dans des zones à forte vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques. Donc, c'est-à-dire autant de personnes qui, dans des conditions de changement climatique, ont moins accès à tous ces aspects-là, d'eau, de nourriture, etc., qui doivent pour la plupart migrer, et donc peu de chances de pouvoir développer leurs compétences du bonheur et devenir heureux. Or, il se trouve que en habitant en France, on est dans j'habite, et peut-être sûrement les personnes qui écoutent, habitent dans un pays responsable, co-responsable de ces enjeux-là, de manière historique, mais aussi actuelle, avec une empreinte carbone moyenne par Français de 10 tonnes par an de CO2, alors que nous devrions être à 2 tonnes, moins de 2 tonnes, donc 6 fois trop grand. Et à ce titre-là, on a beaucoup de choses à faire. On a aussi beaucoup de choses à faire parce que notre influence géopolitique de la France a la possibilité de modifier des choses à l'échelle européenne, pour des pays africains, pour d'autres pays comme les États-Unis, etc. Il y a quand même un regard du monde sur ce que fait la France. Donc au sein de mon métier, je suis amené à transmettre les enjeux écologiques, non pas pour que les gens prennent seulement conscience et se disent ah oui, je sais que ça va pas, qu'il y a des crises écologiques, qu'il y a des crises de la ressource, crises de la biodiversité, mais aussi qu'elles se disent comment est-ce que je peux agir, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, et comment aussi je peux sortir de l'échelle individuelle, qui est souvent culpabilisante, qui s'arrête à quelques éco-gestes, même s'ils sont utiles comme manger moins de viande, rouler dans une plus petite voiture ou rouler en vélo, prendre le train, isoler son logement ou chauffer moins, et puis acheter moins de biens de consommation. C'est des choses qui sont utiles mais qui ne sont pas suffisantes à une échelle globale. Et du coup, réfléchir à comment est-ce que les personnes aussi, elles peuvent inscrire leurs actions à une échelle plus collective, c'est-à-dire ne pas seulement dispenser ce qu'elles font dans le cercle familial, mais aussi dans leur métier, à travers des associations, des mouvements, des partis politiques, etc. Et donc là, au retour du voyage, tu as ces deux activités-là qui est à la fois de faire vivre le film, donc à travers une phase de diffusion du film dans différents lieux un peu partout en France, et ce travail au sein de Fertile. Dans les deux cas, c'est l'envie de mobiliser à l'échelle collective, l'envie de débattre sur la question du bonheur, sur qu'est-ce qui fait le bonheur, sur la question des enjeux écologiques. Comment se passe aussi cette phase de diffusion avec le public? Comment se font ces échanges? Oui, en fait, le lien, en tout cas, entre ce que je vois entre ces deux aspects-là, c'est rencontrer des personnes et pouvoir avoir des espaces d'échange authentiques, des espaces d'apprentissage commun, et puis créer la rencontre, être en lien avec les personnes.
Du coup, aujourd'hui, on a diffusé une trentaine de fois ce documentaire dans des espaces très différents. Je suis allé dans un EHPAD, je suis allé dans une école, on est allé dans des festivals, de carnets de voyage, enfin vraiment avec des publics très divers. Et, euh, et c'est ça aussi ce que permet de discuter du bonheur, c'est de pouvoir aller dans ces espaces divers et d'y trouver différentes choses, mais in fine de continuer à avoir ce lien avec les autres. C'est toujours pour moi un plaisir de rencontrer des personnes dans une salle, de pouvoir échanger, de pouvoir répondre à peut-être des questionnements et d'inspirer d'autres personnes, parce que je pense que si je suis parti avec mes potes euh, sur ce projet-là, c'est qu'il y a eu des personnes avant moi qui m'ont inspiré. Je pense à Nance de Nuit et Culotté, je pense à Marc de la Ménadière qui a créé Enquête de Sens. Voilà, c'est des personnes qui m'ont inspiré dans leur manière de voyager et leur manière d'être au monde. Et donc, si à travers mon film, je peux inspirer d'autres personnes, génial. Et ça se trouve, ça inspire personne et c'est pas grave. Et puis, la réussite, je crois bien, de ce documentaire, c'est que quand les gens ils sortent de la salle, ils sont venus en couple, ils sont venus en famille, ils sont venus entre amis, et ben, ils ressortent et ils discutent un petit peu de ce pourquoi ils sont heureux, quoi. Et ils discutent de ah bah ça m'a parlé, ça m'a pas parlé. Et je crois bien que c'était vraiment l'objectif du film. C'est que quand les gens ils ressortent, ils arrivent chez eux, ils aient une discussion sur le bonheur, peut-être qu'ils n'ont jamais eu avec les autres personnes. Je trouve que c'est pas à négliger, en tout cas, cette dimension de votre film. Au-delà de tout ce qu'il apporte, de toutes les compréhensions, les connaissances aussi qu'il apporte sur cette question du bonheur, de se dire, ben, juste, c'est un moyen, un outil pour prendre le temps de me poser au moins quelques minutes la question du bonheur et de qu'est-ce qui fait le bonheur chez moi. Et peut-être par la suite de se dire, ben, est-ce que dans la manière que je vis aujourd'hui, dans la manière d'être au monde que j'ai, dans mon travail, dans la relation que j'ai avec les autres et tout, est-ce que je me sens profondément heureux? Et si c'est pas le cas, quelles sont les choses qui pourraient me rendre heureux? Et donc, quelles sont les choses que je pourrais changer pour l'être? Et juste le fait d'avoir ça, ben, du coup, je trouve que votre documentaire est d'utilité publique. Merci de l'avoir fait, de l'avoir réalisé. En tout cas, moi, je l'ai vu. Il est vraiment très beau, très touchant. Donc, merci pour ça. Bah, du coup, je voulais te demander, est-ce que il y a une façon de voir le film ou est-ce que vous, pour l'instant, vous le gardez un peu pour vous et ensuite vous allez le mettre à disposition? Est-ce qu'il y a des prochaines dates sur lesquelles on peut vous retrouver? Dis-nous tout. À l'heure où je parle, il n'y a pas de date, mais il y en a des nouvelles qui vont sortir. Sur la barre de recherche, vous tapez vivrelabonheur.fr, vous allez sur notre site internet et il y a toutes les diffusions disponibles. Et vous pouvez nous contacter aussi si vous avez envie de voir le film et de le diffuser au sein de votre association, de votre café, de votre école, votre entreprise. Voilà, tout est possible. Là, les diffusions, elles vont toucher à leur fin. On en a de moins en moins. Et ça nous va bien après 2 ans de diffusion. Mais ça veut aussi dire qu'il va bientôt sortir, fin 2024, mais sur des plateformes libres. Je pense qu'il sera sur YouTube. Donc il suffira d'écrire Vivre à la bonne heure, et bonheur en un seul mot, pour retrouver ce documentaire-là. Génial. Bah, hâte de redécouvrir en tout cas ce film à l'occasion de sa sortie sur YouTube. Trop chouette. Pour conclure, peut-être quelles sont les prochaines étapes pour toi? Cette année 2024 est un petit peu sous le signe de ralentir, ne pas lancer des nouveaux projets, concrétiser ce que je fais déjà, et, euh, et voilà, et pouvoir prendre le temps de me poser, me retrouver un petit peu avec moi-même plus régulièrement, et surtout passer du temps en montagne avec les amis. Ah, merci pour cette dernière clé d'accès au bonheur. Bah, merci beaucoup Rémi pour ce chouette témoignage. C'était hyper intéressant d'échanger avec toi sur ce sujet qui est tellement universel et sur lequel on pourrait converser des heures. Donc j'invite tout le monde bah, à regarder le documentaire pour avoir un certain nombre de perceptions du bonheur. Et bah, merci à toi et je te souhaite une belle fin d'après-midi et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de pouvoir avoir cet échange et les conditions que tu as pu réaliser pour le faire. Donc vraiment merci. Avec grand plaisir. À bientôt.
Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voies. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.